bonjour à toutes et à tous. Nous allons commencer, puisqu'on a déjà pris un peu de retard. Donc, bienvenue à ce forum intitulé « Quelle place pour l'intercommunalité dans le débat des municipales ?» Et c'est vrai que sujet sensible, j'ai envie de dire, pour voir effectivement si par rapport au précédent scrutin, l'Interco aura plus de visibilité ou pas. On va parler aussi du fléchage, ça va être le 3e scrutin qui utilise le fléchage, de voir si ça a marché ou pas, si ça a donné plus de visibilité ou pas à l'Interco. Je vois un monsieur qui est dubitatif, effectivement, ce qu'on en dit, c'est que pour le citoyen, il a pas une appropriation très forte, mais je vais trop vite. En besogne, on va l'aborder avant que je donne un sentiment. Donc, et je rentrerai dans le détail en vous présentant les intervenants et nos deux séquences. Je vais vous présenter tout d'abord nos deux coprésidents de forum et qui vont faire une petite introduction. Donc, tout d'abord, Stéphanie Guiraud-Chomeil, bonjour. Vous êtes maire d'Albi, présidente de la communauté d'agglomération de l'Albigeois et vous êtes également coprésidente de la commission intercommunalité de l'AMF. Et second coprésident, Sébastien Jumel, président de la communauté d'agglomération de Dieppe-Maritime, en Seine-Maritime. Donc, Stéphanie Guiraud-Chomeil, vous avez toujours un micro? Oui, ça c'est le principal. Donc, un petit mot pour introduire nos débats. A priori, il est branché. A priori, il marche, oui, oui. Pardon. Bonjour à toutes et à tous. Juste pour info, les sièges qui sont là sont disponibles. Comme il y a pas mal de gens debout, si vous voulez en profiter. Je me sens seul, moi, donc venez. Juste un petit mot d'introduction, parce que ce qui serait intéressant, c'est qu'on puisse échanger, bien entendu, tous ensemble. Deux petites choses. Il y a une demi-heure, un de nos collègues présidents est venu me voir en me disant « Je ne savais pas qu'il y avait des femmes présidentes d'intercommunalité ». C'était très gentil de sa part. C'était très gentil de sa part, puisqu'il m'a dit « Je suis content, j'en vois une ». Alors, ça, c'est mon premier message. L'Interco, elle est ce qu'on en fait. L'Interco, elle est ce qu'on en fait. Et la gouvernance de l'Interco, elle est ce qu'on a envie d'en faire collectivement. Et je crois que c'est vraiment important, mesdames, que vous osiez, messieurs, que vous osiez, mesdames, que vous osiez prendre la place, messieurs, que vous osiez laisser la place aux dames. Et je crois que c'est important. Vous l'avez invité à ce forum Non, mais c'était très gentil. Oui. C'était vraiment très gentil de sa part. Hein. C'est peut-être pire si c'était gentil. Mais peut-être qu'il n'en a pas sur son territoire. Mais il y a eu la parité. Des femmes sont maires, des femmes sont élues. On n'est pas forcément maire quand on est président ou président d'Interco. Je crois qu'il faut oser parce que nos Interco, elles sont à l'image de nos territoires, de nos terroirs. Et si on souhaite qu'effectivement ces Interco, elles nous ressemblent, il faut accepter aussi que, y compris dans leur gouvernance, elles puissent nous ressembler. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je voulais dire en introduction, c'est qu'on peut tourner le problème dans tous les sens. Que notre Interco, on l'aime, qu'on l'aime pas. Qu'elle soit trop grande, qu'elle soit trop petite. Qu'elle soit pertinente, qu'elle ne le soit pas. Qu'on parte en vacances ou pas avec nos vice-présidents, on s'en contrefiche. L'Interco, aujourd'hui, elle est là. Et c'est vraiment une chance pour nos territoires. Sans Interco, là encore qu'on le veuille ou non, on n'avancerait pas comme on avance. Et je crois qu'une fois qu'on se dit ça collectivement, eh ben, à nous de faire en sorte que cette Interco, elle ne soit pas un mal nécessaire, mais qu'elle soit au contraire une capacité pour chacune et chacun d'entre nous de faire avancer nos communes, notre communauté de communes ou notre communauté d'agglomération ou notre métropole, cher Fabien, mais que finalement, on se donne les moyens de la faire vivre. Parce qu'elles sont là, les Interco, elles prennent de plus en plus de poids. Et le poids qu'elles ont, c'est un poids qui représente nos communes, qui représente nos habitants. Et donc, il est important, non pas qu'on aille contre, mais qu'on fasse avec et qu'on fasse pour nos terroirs et nos habitants. C'était les mots que je voulais vous donner en introduction. Et on aura bien évidemment le temps d'échanger ensuite. Bonjour à toutes et tous.
Sébastien Jumel, donc je préside une agglomération de 55 000 habitants au nord de la Seine-Maritime. Et j'ai accepté avec plaisir ce débat parce que, me semble-t-il, il sera au cœur des questionnements de nos concitoyens en mars prochain. Je suis un président d'agglo qui d'emblée vous réaffirme qu'il considère que, de mon point de vue, l'intercommunalité n'est pas une instance supracommunale. Peut-être dis-je cela parce que j'ai été maire moi-même, mais j'ai toujours considéré que la commune est une instance de démocratie vivante qu'il faut à tout prix préserver et que le rôle des agglos, des intercommunalités n'est pas d'aider à effacer ou à faire disparaître les communes, mais bien d'être utile non seulement aux habitants mais aux communes pour appréhender des sujets qui, vous le savez, posent comme principe que rassemblés, ensemble, on est plus fort pour appréhender un certain nombre de compétences. Le sujet d'aujourd'hui est de savoir si les agglos ont une existence pour nos concitoyens, si elles sont acceptées par les élus qui composent ces intercommunalités et comment on peut améliorer cela. De mon point de vue, il y a un enjeu. C'est que si les agglos, si les intercommunalités ne sont pas des collectivités du quotidien, si on ne fait pas de ces intercommunalités des collectivités à dimension humaine, humanisée, détechnocratisée et apporter aussi d'objets concrets et d'engueulades, alors on prend le risque d'avoir des intercos déconnectés, débranchés et perçus comme une couche du millefeuille que peut-être d'aucuns pourraient avoir envie de faire disparaître si on n'y prend pas garde. Et je crois que ce qui permet de faire la démonstration que les agglos sont utiles, c'est évidemment la manière dont, alors la loi fixe des compétences, mais la manière dont on fait vivre les compétences et dont on les rend lisibles auprès de nos concitoyens. Je vais prendre un sujet simple mais qui m'est cher. Dans les sondages que les instituts de sondage multiplient à l'occasion de ce congrès des maires, on voit que les questions de santé sont, aux côtés des questions de sécurité d'ailleurs, l'une des préoccupations fondamentales de nos concitoyens. 6 millions de Français n'ont pas de médecin et donc cette question-là, elle est majeure sur nos territoires, quel que soit l'endroit où nous habitons. Dans mon agglo, et je ne dis pas ça pour dire on est les meilleurs, mais nous avons fait le choix de créer un centre intercommunal de santé et ainsi de recruter 10 médecins salariés, 2 infirmières azalées, demain des spécialistes. Et en faisant cela, nous avons permis à 7000 mis en place des médicobus, y compris dans les communes rurales qui composent mon agglomération. Et ce faisant, nous avons permis à 7000 habitants de mon agglo qui n'avaient pas de Toubib référent de trouver un Toubib désormais régulièrement et d'être pris en charge dans le premier accès aux soins. Et ben, si ça, c'est pas faire la démonstration, et une commune toute seule, même la ville moyenne de Dieppe, qui est le poumon, le cœur de cet agglo, aurait eu du mal à fédérer, à accueillir, à débloquer les moyens financiers pour permettre de répondre à cela. Deuxième exemple concret, je suis dans un territoire où nous allons accueillir les nouvelles paires d'EPR, les réacteurs nouvelle génération mis en place par EDF. C'est 18 milliards d'euros d'investissement. Et c'est des enjeux, vous imaginez, majeurs, quand 12 000 salariés arriveront en pic de chantier, bah de comment on les loge, de comment ils se transportent, de où ils se gardent, de où ils vivent, de comment les associations sportives, les équipements vont absorber ce pic de population salariée de 12 000 sur un territoire qui en compte 100 000 si on élargit au-delà de l'agglomération. Eh ben, on fait la démonstration pour accueillir le PR à Panly qu'à l'échelle de l'agglo, d'abord on bâtit un rapport de force avec l'État qui nous permet d'être entendus, respectés, parce qu'il n'y a pas de petit maire de mon point de vue. Et je répète ça à l'envi, mais un maire d'une ville de 200 habitants, d'un village de 200 habitants, pour avoir le 06 du préfet, pour avoir le 06 de la DDTM, pour avoir le 06 du président directeur général d'EDF et de se faire entendre, il a un petit peu de problème. Quand on y va grouper, quand on y va en rang serré, et quand on y va avec un projet de territoire partagé par les élus, parce que dans l'intérêt des habitants, eh ben, on appréhende l'EPR à Panly en posant les questions de formation, d'hébergement, de transport, de mobilité, avec plus de force et plus de résultats concrets que si on ne le faisait pas. L'EPR à Panly, pour vous donner une indication, c'est dans un territoire comme le mien, la nécessité en 4 ans
de produire 4700 logements à l'échelle de mon agglomération. Imaginez les enjeux de mobilisation financière, de discussion avec les services de l'État pour obtenir que les verrous sautent. Et les verrous, vous les connaissez, hein. C'est le ZAN, c'est la loi littorale, c'est les SNIEF, c'est les PPRI. Et ces sujets-là, si les maires devaient les appréhender tout seuls, ils seraient évidemment bien en peine de le faire. Et un dernier mot pour dire que moi, je pense que les intercos gagneront en lisibilité et gagneront donc en légitimité. Si elles sont capables, évidemment, de dire aux habitants, voilà concrètement ce qu'on fait pour améliorer votre vie, mais si elles sont aussi capables de faire la démonstration auprès des communes qui les composent, de leur utilité au service des communes. Et la question de comment la mutualisation de moyens techniques peuvent être concrètement utiles et même économiquement utiles à l'échelle des communes, c'est un sujet majeur pour mutualiser des moyens, pour faire la démonstration qu'ensemble on est plus fort, et puis pour aussi faire en sorte que l'Interco apporte des fonds de concours pour faire émerger des projets d'investissement dans un temps où, permettez-moi de le dire, peut-être n'est-ce pas l'espace pour le dire, mais dans un temps où l'État a décidé d'étrangler les communes financièrement et même de les ponctionner fortement au point de rendre le mandat d'un maire impossible. Et si les agglos ne sont pas là en résistance, en soutien et en compensation, alors elles perdent la substance de ce pourquoi elles sont là, être au service des études. Voilà des communes, voilà l'introduction que je voulais prononcer en espérant que le débat nous permette d'approfondir 2 ou 3 sujets. Merci à vous deux. C'est vrai que les 2 exemples que vous avez donnés, bon, ça illustre bien l'intérêt, la légitimité, j'ai envie de dire, de l'intercommunalité. Je pense que tout le monde en est convaincu ici. C'est vrai que la question maintenant, c'est la place que ça prend dans la campagne des municipales, jusqu'où on va. Effectivement, de voir s'il peut y avoir un conflit, c'est peut-être un peu fort, mais un conflit de légitimité entre les deux. Donc des fois, c'est peut-être un savant équilibre. Donc ça va être plutôt l'objet de la première séquence, qui est la campagne de 2026. Fera-t-elle émerger davantage de visibilité pour l'intercommunalité ? Et effectivement, si c'est plus de visibilité, c'est comment ? Est-ce que c'est des exemples concrets ? Est-ce que c'est de la pédagogie aussi sur le mode de fonctionnement, qui n'est pas toujours simple pour le citoyen lambda? Voilà, c'est différents paramètres possibles. Et seconde séquence, là, on est plutôt en dehors de l'élection, sur le temps du mandat, de comment installer l'Interco dans une logique démocratique post-élection. Et donc, c'est la façon d'associer le citoyen, de lui parler, voire même de l'écouter, de recueillir son sentiment. Et c'est aussi la façon aussi c'est la gouvernance aussi avec les élus des différentes communes. Et j'ai envie de dire, évidemment, on pense aux maires, conférence des maires, on va pas mal en parler, mais également aussi les conseillers municipaux. Parce que des fois, notamment par rapport à l'Interco, c'est l'élu qui est le moins au courant, pas associé, et on peut dire que c'est peut-être pas lui qui va le plus porter l'Interco. Donc, d'une façon ou d'une autre, l'importance de l'associer. Je vous présente tout de suite nos intervenants. Donc 4 intervenants. Tout d'abord, Christine Bost. Bonjour à vous. Vous êtes maire d'Essines en Gironde et présidente de la grande métropole de Bordeaux. Isabelle Dufaux. Donc oui, Madame Guiraud-Chemeil, ça me fait penser que par rapport à la personne tout à l'heure qui serait venue, il y a quand même 3 femmes présidentes de l'Interco. Bon, c'était juste ce serait bien qu'il soit là, où il faut le rappeler. Donc Isabelle Dufaux, présidente de la communauté de communes de Seignan, dans les Landes. Fabien Jordan, maire de Bervillers, dans le Haut-Rhin, et président de Mulhouse Alsace Agglomération, également président de l'association des maires du Haut-Rhin. Et Guillaume Guérin, président de la communauté urbaine Limoges Métropole. Et nous aurons aussi, et je le salue parce qu'il est arrivé il y a peu, notre grand témoin, donc David Jaïz, essayiste et enseignant à Sciences Po, et qui va nous accompagner tout au long de ce forum, et notamment pour réagir à chacune des séquences, comment il réagit à ce qu'il va entendre, et son point de vue aussi. On va dire un savant dosage entre les deux. Donc, première séquence, comme je vous disais, comment intégrer, faire plus émerger l'Interco dans la campagne, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles vous êtes d'accord, mais des fois, on va dire qu'il peut y avoir des
des petites différences. Et des fois, des petites différences qui ont une signification aussi. Donc voilà, je pense qu'il faut y aller franchement sur le débat. Vous vouliez ajouter quelque chose? Parce que j'allais donner la parole à Christiane Boss, mais peut-être que vous voulez dire un mot avant. Chers collègues, avant que vous preniez la parole, je voudrais juste peut-être être un tout petit peu provocatrice. Comment est-ce que de nos jours, on se pose encore la question de savoir comment on va intégrer nos intercos dans le débat municipal? Nos intercos, elles représentent tellement dans les services qu'on rend toute la journée à nos concitoyens, à la fois dans les services du quotidien, mais également dans les investissements. J'ai presque envie de vous dire que le débat va être intéressant plus dans la manière dont on associe nos intercos à nos campagnes municipales que sur le sujet même de savoir faut-il associer ou finalement est-ce important. Il n'y a pas de sujet. On parle entre nous qui sommes des connaisseurs entre guillemets de tous les rouages, mais n'oublions pas qu'on pense à nos concitoyens et eux, que le service leur soit rendu par l'interco ou par la commune, finalement c'est un petit peu la même chose. Je crois qu'il va être important aussi, et c'est là que ça va être important de vous entendre, il va être important aussi de ne pas tomber dans la démagogie, de dire, moi quand je serai maire, je fais le transport gratuit. C'est assez facile quand même, puisque ce n'est pas le maire qui va choisir. Et après, le maire, il va dire, ah ben non, je suis désolé, l'agglo n'a pas voulu, ou la communauté de communes n'a pas voulu. Je crois qu'il faut aussi qu'on soit, nous, élus, et pour celles et ceux qui sont d'ores et déjà candidats, qu'on soit responsables. Parce que tout ce qui nuit à l'interco nuit à nos communes. Parce que tout ce qui dévalorise la chose publique et les élus aux yeux de nos concitoyens dévalorise peut-être l'interco, mais dévalorise aussi les élus municipaux. Et je vous donne juste un exemple. À Albi, en 2014 et en 2020, on a fait un seul programme. Et on n'a pas fait grand 1 commune, grand 2 agglo. On a fait un programme pour les Albigeoises et les Albigeois. Et chaque fois que c'était l'agglomération qui allait porter le projet, on mettait un logo avec moitié logo ville, moitié logo agglo. Comme ça, les gens, en lisant un programme pour leur ville, pour leur territoire, ils savaient d'ores et déjà quels étaient les projets portés par la ville et quels étaient ceux qui seraient portés au conseil communautaire, parce que je crois que c'est important aussi de donner la clé de lecture à nos concitoyens. C'était juste ce que je voulais dire en étant peut-être un peu provocatrice, mais je crois qu'il faut qu'on laisse derrière nous le débat. Les intercos, elles sont là, et à nous de nous les approprier, d'en faire ce qu'on a envie d'en faire. Non, mais vous avez tout à fait raison, parce que certaines campagnes, c'est vrai que ce n'est pas toujours facile pour les citoyens de comprendre, mais on va dire que la façon dont la campagne est menée, ça n'aide pas non plus, parce qu'on a l'impression que tout est issu de la commune. Donc, Christine Boss, donc, présidente de Bordeaux Métropole. Donc, la première question que excusez-moi, j'ai l'impression que vous étiez au bout, que je ne vous voyais pas, mais voilà, vous êtes là. Première question que j'ai envie de vous poser, c'est de se dire les métropoles par rapport à d'autres intercommunalités, même si on verra quand on peut avoir des contre-exemples avec certaines communautés de communes, c'est l'interco la plus visible. Tout le monde connaît la métropole. Peut-être pas toutes les compétences de la métropole, mais il y a quand même une forte visibilité. Est-ce que justement dans la campagne, ça veut dire qu'il y a moins besoin de communiquer ou pas du tout? Je me trompe totalement. Ah, vous n'avez pas de micro et c'est problématique. Merci à vous. Merci. Alors, je ne sais pas si on se met debout, si on reste assis. Comme vous êtes la plus à l'aise. Ouais, okay. Bonjour à tous. Alors, votre question porte sur la visibilité de la métropole. La métropole de Bordeaux, c'est 28 communes, 830 000 habitants. Vous disiez, la question des compétences, elles sont peut-être plus lisibles parce que c'est peut-être une ancienne intercommunalité, communauté urbaine depuis 1966. Je ne suis pas certaine. Je ne suis d'ailleurs pas certaine que tous les élus connaissent précisément à la fois les compétences premières, légales, régaliennes de la métropole et tout ce qu'on s'est mis à faire de façon sédimentée au fil du temps. Donc évidemment qu'il y a besoin en permanence, et ce n'est pas seulement au moment de la campagne électorale qu'il faut parler de ce que fait la métropole. Tout le long du mandat. C'est tout le long du mandat. Et après, on a quand même un petit un problème génétique. C'est celui du mode de désignation des élus communautaires, métropolitains. C'est qu'on a maintenant ce système de fléchage qui commence à mettre un petit peu l'intercommunalité dans le débat démocratique.
Mais en Est-ce que le réalité, citoyen le voit? ce que disait Madame tout à l'heure sur on présente un programme municipal et on dit ça c'est l'Interco qui le portera. En réalité, on pourra peut-être réaliser notre programme municipal parce qu'on a eu la majorité dans la ville, mais peut-être que à l'échelle de l'Interco, alors ça dépend des intercos, hein, quand il y a une participation plus intégrée de l'ensemble des communes, ou si les intercos ont choisi de faire de l'intercommunalité un objet politique au sens premier du terme, avec un programme porté par une majorité, finalement c'est un peu brouillon tout ça. Alors, je suis extrêmement partagée. Philosophiquement, je pense qu'il faudrait aller plus loin dans le mode de désignation des conseillers métropolitains de tous nos EPCI. Je le dis philosophiquement parce que, par exemple, à Bordeaux, le budget de la métropole, le budget de fonctionnement de la métropole, c'est 1,8 milliard. Quand on cumule le budget de nos 28 communes, c'est 1,6 milliard. Et quand on regarde le budget d'investissement, on est à un rapport de 1 à 2. 300 millions par an pour les communes et 600 millions par an pour la métropole. Donc la réalité, c'est que la métropole a un rôle encore plus prépondérant sur le territoire que les communes. Donc philosophiquement, on se dit il y aurait quand même intérêt à dire aux citoyens, voilà ce que l'on fait, voilà ce que l'on porte, et on le porte avec un projet politique, avec des listes d'interco. Mais ma vision d'élu et mon vécu d'élu me porte à dire que si on va plus loin là-dedans, c'est finalement, ça a été dit tout à l'heure par le collègue, un peu l'effacement des communes. Et dans l'effacement des communes, il y a la perte potentielle de proximité. Parce que ce que nos habitants demandent, ce qu'ils souhaitent, c'est une relation de proximité avec leur élu local. Moi, en tant que présidente de la métropole, je n'ai pas tellement de proximité avec les habitants des autres communes qui ne sont pas la mienne. Ce serait fantasmé que de dire ça. Et même dans la longévité de la fonction. Donc, ne pas gommer la question de la proximité, ne pas gommer le rapport aux citoyens, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en considération. Donc, pour revenir à la question, je crois qu'il faut être le plus honnête possible dans nos campagnes pour, comme vous l'avez fait, dire ce qui dépend de la métropole ou de l'Interco et ce qui dépend de la commune. Mais les sujets que portent nos intercommunalités, en tout cas les sujets que porte la métropole, ce sont des sujets du quotidien. C'est l'eau, on l'a vu dans le débat, enfin dans les sondages, ce que souhaitent les Français, leur sujet de préoccupation, mais la ressource en eau est un sujet de préoccupation. La mobilité reste quand même, en tout cas sur notre territoire, un grand sujet. La santé aussi. Quand on a tous été élus en 2020 avec le Covid, nos communes, elles n'auraient pas pu gérer seules cette question du Covid. Et je crois que c'est aussi à l'échelle de l'Interco qu'on a pu être plus proactif, plus réactif et aller chercher des ressources. Donc, il faut aller aussi, en tant qu'élu intercommunal, chercher notre légitimité dans la proximité, ce qui n'est pas toujours très simple. Merci. Je fais un premier tour de table, je reviendrai vers vous. Isabelle Dufaux, donc présidente de la communauté de communes de Seignan. Donc c'est vrai que quand on a échangé mais comme vous voulez, comme vous êtes la plus à l'aise, hein, vous restez assise si vous voulez. Vous pouvez vous démarquer quand même. Et, ok, mais avec plaisir. Quand on a échangé, vous me disiez qu'il y avait une volonté vraiment d'avoir une campagne 2026, ce qui avait déjà été le cas dans la précédente, mais vraiment beaucoup plus marqué sur l'Interco, sur vos réalisations et sur les projets, disons. Et vraiment, si vous me passez l'expression, de vendre plus l'Interco auprès de l'habitant. Alors déjà, j'ai envie de rebondir moi sur les questions de lisibilité, visibilité des intercos, parce que je pense que le sujet, il vient un peu de cette question-là. C'est que, bon, moi je suis présidente d'une petite communauté de communes dans le Sud-Land, hein, le Seignanx, pour le citer. Et quand je suis arrivée en 2020, la communauté de communes, on avait vraiment un déficit de connaissances. Et donc, on s'est dit, on va aller au-devant des habitants, des acteurs, des partenaires, pour essayer de voir, à présenter un petit peu ce qu'était cette communauté de communes.
On a organisé ce qu'on appelait les assises du Seignox, avec des caravanes qui ont posé leur outil de dialogue au plus près des habitants, au plus près des habitants et des acteurs. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, la communauté de communes, c'était quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. Et donc, on a commencé ce dialogue-là. Ça a duré à peu près 1 an et demi, 2 ans. Ce dialogue, donc des caravanes, une plateforme numérique pour interroger les gens sur ce qu'ils pensaient des politiques développées. On a fait un concours photo, on a fait des ateliers participatifs. Enfin bon, on a été au plus près des habitants et des acteurs du territoire et on a dialogué avec eux sur qu'est-ce que pouvait faire la communauté de communes pour aider à développer du service pour les habitants. Et aujourd'hui, je peux dire, alors très humblement, que la communauté de communes est peut-être un petit peu mieux perçue, justement parce que on est au cœur des politiques publiques du logement, de l'aménagement du territoire, de la santé, ça a été évoqué, et d'autres sujets qui sont du quotidien des habitants. Donc, ils comprennent bien que la communauté de communes est un enjeu pour eux. Maintenant, je pense un petit peu plus. Il faut qu'on continue ce travail-là dans la campagne. Et là, je regardais juste avant de venir le projet qui va être distribué. Donc, moi, je suis élue à Tarnos, une commune donc de la communauté de communes du Seignox, la plus importante. Et on est en train de travailler, bien sûr, sur un document déjà de campagne dans lequel on met en avant, bien sûr, les réalisations municipales et tout ce qu'a contribué à développer la communauté de communes dans la question du logement, puisqu'on est en train de terminer un 5e PLH, dans la question de l'urbanisme, puisqu'on est en train de terminer un PLUI, projet local d'urbanisme intercommunal, dans la question des solidarités, puisqu'on a aussi plein de propositions dans le cadre des actions sociales, etc., etc. Donc c'est une première étape et il faudra qu'on continue tout au long du mandat à montrer qu'on est avec les habitants, avec les acteurs, avec les différents partenaires, des incontournables du service public, puisqu'on y croit. Là, vous citez Tarnos, où vous êtes maire adjointe, mais est-ce que c'est le cas aussi dans les autres communes? Souvent la question que je pose, parce que la démarche est vachement intéressante, mais ça serait intéressant dans chaque commune membre de l'Interco. Alors, les autres communes, bien sûr, elles vont parler des enjeux de l'intercommunalité, puisque maintenant, on est quand même très intégrés et très connectés les uns aux autres. Après, chacun sera maître de ses outils de communication, mais je crois qu'on a fait un grand pas dans la période qui vient de se terminer, et il faut que nous continuions à montrer l'importance du fait intercommunal au bénéfice, alors bien sûr des communes, on va y revenir, mais aussi et surtout des habitants. Peut-être juste un mot sur le fléchage, on l'a abordé un petit peu au début, parce que c'est vrai qu'il y a déjà eu 2 scrutins qui l'ont utilisé, c'est la loi de 2013 si je ne dis pas de bêtises. Quel bilan vous en tirez? Et notamment sur la visibilité, la lisibilité, on va dire les deux, pour l'Interco dans la campagne. Est-ce que le citoyen le voit même? Moi, je vois déjà entre le dernier mandat, l'avant-dernier mandat, un saut qualitatif indéniable sur le fait intercommunal, le fait d'avoir quand même fléché dans nos outils de vote des futurs élus communautaires. Donc forcément, ça s'est invité dans la campagne. Et il faut que nous continuions parce que on peut être très éloigné finalement de toutes ces questions qui parfois sont un peu techniques. Et donc, on reviendra sur cette question dans la deuxième partie parce que je pense qu'il faut quand même faire avec les citoyens. Et là, il y a un gros enjeu de démocratie locale. Merci beaucoup. Fabien Jordan, donc maire de Bervillers, comme je disais tout à l'heure, et président de Mulhouse Alsace Agglomération. Je rebondis justement, peut-être la même question sur l'histoire du fléchage et au-delà du fléchage, scrutin dans quelques mois, justement, que faire pour, et je crois que vous avez quelques idées, pour rendre plus visible l'intercommunalité dans la campagne, dans les documents notamment. Voilà, déjà bonjour tout le monde. Je suis ravi d'être là parce qu'on parle d'intercommunalité au Salon des maires et des présidents d'intercommunalité et je pense que c'est essentiel parce que souvent on est sur des fausses idées, surtout que notre population ne connaît pas le rôle de l'intercommunalité et souvent des candidats aux élections municipales non plus. Parce que des fois ils disent des choses qui sont tout à fait fausses. Ça parlait de transport tout à l'heure et ce n'est pas du tout le cas. Donc je pense que notre souci actuel c'est déjà de faire connaître
quel est le rôle de l'intercommunalité? On a tous des intercommunalités différentes, de par leur taille, de par leurs compétences. Ça, le citoyen, ce n'est pas tout à fait son problème. Lui, il veut savoir, il a un interlocuteur et ça sera toujours le maire. Le maire est l'acteur principal de l'intercommunalité et on parlera peut-être de gouvernance après pour voir de quelle manière le maire doit être l'acteur de l'intercommunalité. Et c'est vrai que l'intercommunalité, c'est la poursuite de nos politiques communales. Et c'est ça qui est important. Ça ne se substitue à rien, c'est complémentaire. Faire ensemble pour mieux avancer ensemble. Et donc cette lisibilité dans la communication, elle est essentielle. Expliquer que je fais partie d'une commune et cette commune fait partie d'un ensemble qui défend en fin de compte des projets que je ne peux pas porter tout seul. Parce que c'est ainsi. Je suis maire d'une petite commune. Je ne suis pas un petit maire, je reste le maire d'une commune, 1200 habitants, et je suis président de l'agglomération de Mulhouse, on est près de 300 000. Donc, ce n'est pas toujours commun, ce n'est pas facile, mais j'arrive à me mettre dans toutes les positions du maire qui doit faire avancer ses projets. Et donc, l'intercommunalité, c'est ce grand frère. Je dis toujours, c'est le grand frère, ce n'est pas celui-là qui dit à l'autre de se taire, mais il va lui dire, écoute, tu as un projet, on va essayer de le faire ensemble. On a des services qui sont à la disposition, il faut mutualiser, il faut se comprendre et il faut surtout susciter la confiance. Si vous avez une gouvernance, vous n'avez pas confiance dans la manière de gérer cette gouvernance, vous n'arriverez pas à développer les grands projets de territoire et vous n'arriverez pas à faire de telle sorte que les élus communautaires, mais aussi, et c'est très important, les élus municipaux se sentent concernés par la manière de monter les projets. On en parlera peut-être tout à l'heure. Oui, c'est plus dans la Je ne veux seconde pas tout dire séquence. tout de suite, c'est ça. Ben oui, il ne faut pas tout déflorer. Voilà, donc cette visibilité d'expliquer les choses et que l'interlocuteur de confiance sera toujours le maire. Et d'ailleurs, des fois, comme président d'Interco, c'est pas mal parce qu'on nous connaît moins. Et donc, on peut prendre aussi les décisions. Mais ce sera toujours le maire, la partie centrale. Voilà. Et de donner plus de visibilité dans les documents de campagne. Comme je le disais, vous Évidemment, il faut souhaitez aller plus loin que il ce faut qu'on qu'on fait puisse aujourd'hui. faire des documents en expliquant aux citoyens qui vont élire des élus municipaux, mais aussi communautaires. C'est vrai que le fléchage généralisé sur l'ensemble des communes aurait été beaucoup plus pratique, parce que là, on aura quand même 24 000 communes qui ne seront pas concernées par le fléchage. C'est une complexité aussi pour le citoyen qui ne sait plus. Et donc, il n'y a pas ce double vote, parce que les élections municipales, c'est bien un double vote. On va voter l'élu municipal et l'élu communautaire, ce qui donne la force et ce qui donne un rôle différent à l'élu municipal. Il aura plus de manières d'agir, il aura plus de compétences à développer, il aura plus d'implication sur son territoire et plus de fierté d'appartenir. Et si on a la fierté d'appartenir, on a la confiance et en fin de compte, c'est le cercle vertueux de l'intercommunalité au service des communes. Merci. Bon, on reviendra sur tous ces sujets. Guillaume Guérin, donc président de la communauté urbaine Limoges Métropole. Et je ne veux pas dire de bêtises, vous êtes à côté de moi. Et par rapport un peu à ce qu'on se disait juste avant, la campagne d'ici les prochains mois, vous êtes également adjoint au maire de Limoges. Justement, sur Limoges, c'est une campagne qui sera sur la ville et également sur l'Interco. Selon les sujets, ça sera variable. Alors tout d'abord, je ne changerai pas un mot à ce qui a été dit par Fabien Jordan, que je partage totalement. Une intercommunalité, quelle que soit sa strate, ce n'est pas une mairie, ce n'est pas un département, Stéphanie le disait tout à l'heure, c'est une somme de maires et de conseillers communautaires légitimement élus au suffrage universel direct à l'occasion du vote des municipales. Ce sont des gens que vous aimez et que vous n'aimez pas, ce n'est pas le sujet, que vous trouvez compétents, pas compétents, ce n'est pas le sujet. Ils sont légitimes puisqu'ils ont été élus par leur population dans un espace géographique et dans un espace-temps donné. Et donc je considère que pour faire fonctionner une intercommunalité, il y a un certain nombre de préalables à cocher. Déjà, essayer de les amener, et je salue les élus entre guillemets d'une obédience politique différente de la mienne, qui siègent avec moi à Limoges Métropole, qui ont voté notre projet de territoire, parce que je crois qu'il faut une feuille de route, c'est-à-dire un projet de territoire, qu'il faut prendre le temps
de construire en début de mandat. Si ça prend 6 mois, ça prend 6 mois. Si ça doit prendre 8 mois, ça prend 8 mois. Mais une fois que ce projet de territoire a été voté, c'est la feuille de route de l'intercommunalité pour la durée du mandat qui nous concerne. Et puis, il y a la question de la gouvernance. Ça a été esquissé tout à l'heure dans les débats précédents et Sébastien l'a dit, la question de la gouvernance est essentielle. Comment on fait pour gouverner? Quand ça ne se passe pas trop mal, on essaye de faire une gouvernance partagée. Christine Bosse, qui préside la métropole de Bordeaux, a connu ça à l'époque de la communauté urbaine entre Alain Juppé et Alain Rousset, président de région. Moi, je crois à la gouvernance partagée dans les intercos, c'est-à-dire un partage des responsabilités, un partage de l'exécutif, puisqu'encore une fois, les maires sont tous légitimes, liés au suffrage universel. Et puis quand ça ne se passe pas, parce qu'il y a une volonté à minima puissante ou hégémonique d'un bord par rapport à un autre, il faut un certain nombre d'organes de pilotage. Et moi, je crois beaucoup à la conférence des maires. C'est-à-dire que moi, je n'ai aucun grand projet métropolitain, communautaire, qui ne s'applique si je n'ai pas 50% des maires plus 1. Et pourtant, localement, nous avons un accord local, parce que la ville-centre pèse 132 000 habitants sur un ensemble de 215 000. Donc on a un accord local de 50% des sièges, opposition comprise, qui sont dévolus à la ville de Limoges dans le conseil communautaire. Mais malgré cela, lorsqu'on développe des grandes politiques publiques, notamment en termes de grands équipements, en termes de politique des transports urbains, en termes de développement économique, eh bien, on s'accorde à ce qu'il y ait 50% des maires plus 1 qui votent en faveur des grands projets qui sont portés par l'intercommunalité. Je crois beaucoup, beaucoup à cette question de gouvernance et à cette façon dont gérer l'intercommunalité. Après, pour répondre plus précisément à votre question, je pense qu'il n'y a pas de réponse toute faite. Je crois que ça dépend vraiment beaucoup, de la strate d'intercommunalité. Il est évident que quand vous êtes dans des communautés de communes extrêmement grandes, extrêmement vastes, très rurales, c'est très compliqué à l'occasion des élections municipales de dire au maire d'une commune de 200 habitants ou de 800 habitants ou de 1500 habitants, il faut que dans ton programme municipal, tu portes un projet pour ton EPCI. Je pense que ça, c'est illisible. En revanche, je considère que plus vous allez vers une communauté urbaine ou communauté d'agglo, a fortiori communauté urbaine où les compétences sont très intégrées, où le rôle des communes est stratégique, eh bien là, c'est plus facile de dire à ceux qui vous ont soutenu sur le mandat passé ou qui s'apprêtent à vous soutenir à l'interco sur le mandat futur, on essaye de développer un projet pour la communauté urbaine ou pour la communauté d'agglomération sur les grandes compétences que celles qui sont dévolues à l'EPCI en question. Je crois qu'il n'y a pas de réponse toute faite. Je crois qu'il y a autant d'options possibles en fonction des territoires, en fonction du vécu local, parce que l'intercommunalité, et Stéphanie le disait tout à fait justement, l'intercommunalité marche uniquement si elle est choisie. Si elle est subie, ça ne marche jamais. Et donc, c'est très important d'avoir une vision modérée de la chose. Et si vous pouvez, à l'occasion des campagnes électorales, amener un certain nombre de candidats au municipal ou des maires sortants à dire, bon, dans ton volet programmatique pour ta commune, tu déploies le même programme que moi dans la commune d'à côté sur l'interco en termes de politique de transport, en termes d'aménagement urbain, en termes de plan local d'urbanisme intercommunal, sur toutes les grandes compétences de l'interco, j'allais dire pourquoi pas. Mais encore une fois, Fabien le disait, les intercos doivent rester l'émanescence des mairies. Le pouvoir, il appartient aux maires. Moi, je crois beaucoup au principe de subsidiarité. À l'heure où on traverse une véritable crise démocratique dans ce pays, même si les récentes élections législatives ont montré qu'il y avait une taux de participation qui était revu à la hausse, la réalité, c'est qu'il y a une défiance à l'égard du politique. Et je crois au principe de subsidiarité. Le maire est à portée, malheureusement, de claque de l'individu, pas le président de l'interco. Moi, je gère la collecte des ordures ménagères chez moi. Je peux vous dire que si ce n'est pas ramassé, personne ne vient chercher Guillaume Guérin. Par contre, tout le monde sait qui est le maire de sa commune et tout le monde va voir le maire pour leur dire « Attention, les poubelles n'ont pas été ramassées mercredi matin ». Et donc, moi, je crois à ce principe de subsidiarité, je crois au rôle des maires. Et Christine, non, je ne suis pas pour le changement du mode de scrutin. Je considère que le mode de scrutin actuel convient aux intercommunalités. C'est aux responsables politiques et aux acteurs politiques des territoires de savoir ce qu'ils veulent faire de l'intercommunalité. Et moi, je crois à l'intelligence humaine et à l'intelligence collective. Merci beaucoup. Mais merci. Est-ce que je peux juste réagir parce que Oui. je voudrais pas que Guillaume ait mal compris ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit que j'étais favorable à un changement du mode de scrutin. J'ai dit que c'est quand même... Il y a un souci quand on considère qu'on gère des budgets, en tout cas c'est le cas chez nous, qui sont quand même colossaux, de se dire démocratiquement, on ne va pas présenter un projet aux habitants pour leur dire ce qu'on va faire avec 2 milliards par an, quoi. Au moins de poser la question.
Avant de vous donner la parole, Sébastien Jumel, une petite réaction courte, si sur c'est ce possible. sujet, et puis moi je suis opposé à l'élection au suffrage universel direct des présidents d'Interco, parce que faire ça, c'est condamner à mort les communes. Voilà. Et je pense que d'ailleurs l'élection au suffrage universel n'emporte pas la légitimité de celui qui exerce la responsabilité, parce qu'on a des députés qui ont été élus au suffrage universel que personne connaît et qui sont arrivés par l'opération du Saint-Esprit. Vous voyez que l'ancrage, la légitimité n'emporte pas forcément le mode de scrutin ou vice-versa. Deuxième remarque, ce qui quelquefois crée des frustrations de démocratie pour les maires au sein de l'intercommunalité, c'est la complexification des dossiers traités à l'échelle intercommunale. PLUI, SCOT, SRADET, enfin, tous ces sigles barbares qui, pour les maires des petites communes qui ne sont pas staffés, posent une question de quand le maire vient au conseil communautaire, il n'a pas eu l'expertise suffisante pour pouvoir donner un point de vue éclairé au moment de la délibération. Et ça, c'est un sujet majeur. C'est-à-dire que si on ne règle pas cette question de l'inégalité des élus lorsqu'ils siègent dans les instances pour pouvoir donner leur point de vue, alors on risque d'amplifier, notamment dans les intercommunalités mastodontes, le décalage qu'il y a entre les grands élus et les petits élus. Et j'ai pris tout à l'heure la précaution de dire que pour moi, tous les élus sont égaux. Et le troisième sujet, c'est que, alors évidemment, selon le parcours qu'on a, on vient engueuler ou non le président d'Interco. Moi, j'ai été maire de la ville-centre, donc je vous assure qu'ils connaissent mon adresse, mon numéro de téléphone, et que je suis à la même portée d'engueulade que le maire. Et je crois que la manière dont on fait vivre l'Interco, y compris la manière dont on donne des consignes à ses services pour que l'Interco ne soit pas, en termes de temporalité, de réactivité, de collectivité du quotidien, loin de l'urgence qui est celle du quotidien des habitants, et ben, en fonction de ça, on a une Interco lisible, légitime ou déconnectée et illisible. Voilà ce que je voulais dire en rebond des contributions de mes collègues. Ok, merci. Avant de vous donner la parole, David Jaïs, que j'ai présenté tout à l'heure, peut-être vous avez un micro juste à côté, réaction un peu à chaud de ce que vous avez entendu. C'est bien parce qu'on tournait un peu autour sur l'histoire du mode de scrutin. Donc voilà, c'est dit. Mais quel ressenti de tout ce que vous avez entendu et ce que vous en pensez, vous, sur ce scrutin dans 4 mois ou quelle place pour l'Interco? Mais d'abord, ça a été rappelé, et c'est très important de le dire avec fermeté, l'intercommunalité procède de la commune. Hein, de la même manière que l'Union européenne procède des États-nations qui composent l'Union européenne. Ce n'est pas exactement le même statut. La commune est une collectivité publique de plein droit. L'intercommunalité, c'est quelque chose d'ancien. Hein, les premières intercommunalités de projet, elles ont été créées en 1895 par la Troisième République parce qu'il fallait tirer les grands réseaux. D'abord l'assainissement, l'électrification, le gaz. Et les communes, notamment rurales, n'avaient pas les moyens toutes seules de réaliser les travaux de percement et de réalisation de ces réseaux. Et donc ça a commencé dans le sud de la France. Elles se sont syndiquées en syndicats intercommunaux à vocation unique, les SIVU. Ensuite, il y a eu les SIVOM, les syndicats à vocation multiple. Mais l'intercommunalité, c'est un fait, il faut le dire, qui a plus de 130 ans en France. Il ne remonte pas à la loi Chevènement. Et c'est de la coopération entre maires et entre élus. Alors c'est vrai que depuis quelques années, et là je voudrais mettre un peu le doigt là-dessus, il y a un vrai changement au sens où on a confié toujours plus de compétences à des intercos qui étaient toujours plus XXL. J'ai le souvenir des débats qu'il y avait au moment du schéma départemental de coopération intercommunale. Je ne sais pas si vous vous rappelez, où on a mis des seuils minimums. Il y a des endroits où ça a créé beaucoup de violence parce que le fait intercommunal, il peut correspondre à un pays, il peut correspondre à une culture, il peut correspondre à des traditions qui courent sur plusieurs siècles. Et quand on fait du redécoupage d'interco un peu au forceps, eh ben parfois, on crée des difficultés localement et on est aujourd'hui... Certains préfets ont eu la main un peu lourde parfois. Certains préfets ont eu le marteau un peu... Voilà, quand on a qu'un marteau comme instrument, tous les problèmes ressemblent à des clous. Alors aujourd'hui, on est quand même confronté à deux problèmes, je pense. D'abord, le malaise de certains élus ruraux dans ce que j'appelle les intercos XXL. J'ai vu des intercos où il y avait 150 communes. Est-ce que c'est sérieux ? Est-ce que c'est sérieux, 150 communes ? Moi, je ne crois pas. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il faut mettre un seuil numérique
c'est pas une question de nombre de communes, mais il y a des tailles qu'il ne faut pas dépasser, au-delà desquelles ce n'est pas raisonnable de dépasser. Et d'ailleurs, on voit souvent que ça correspond parfois, pardon de mettre un peu les pieds dans le plat, à la mégalomanie de certains maires de ville-centre qui veulent faire du raccordement intercommunal à tout berzingue pour avoir des fiefs d'une taille XXL, mais ça ne rend pas toujours service à la population. Et en termes de levier d'investissement, le compte n'y est toujours pas pour les habitants des communes rurales. Donc ça, c'est ma première remarque, c'est que dans ces interco XXL, on a des maires qui sont exclus de toute forme d'instance. Vous parliez de la conférence des maires tout à l'heure, je ne sais plus qui en parlait. Effectivement, c'est essentiel parce qu'il y a des intercos où ni dans le bureau, ni même dans le conseil, les maires ne siègent. Donc là, vous imaginez, vous êtes un maire rural, vous avez été élu dans un village de 800, 900 habitants. Vous êtes pris entre le marteau d'une intercommunalité qui fait 90% des choix politiques sur lesquels vous n'avez plus la main et des citoyens qui sont, il faut quand même le dire aussi, de plus en plus compliqués. Hein. Il y a aujourd'hui une relation entre l'élu et l'électeur qui est de plus en plus transactionnelle. J'aime pas beaucoup cette expression à portée de baffe, mais malheureusement, elle devient de plus en plus réelle. Très consommateur. Voilà, le maire est toujours en première ligne quand il y a des incivilités, des dépôts d'ordures sauvages, des problèmes de voisinage, etc. Et donc, vous comprenez le désarroi des maires ruraux à l'aune de cette métaphore du marteau et de l'enclume. C'est-à-dire que et s'il y a de plus en plus de maires ruraux, qui, je le rappelle, sont quand même des quasi-bénévoles de la République, qui donnent des milliers d'heures pour le lien social et pour leurs concitoyens. Si aujourd'hui vous avez un tel désarroi et des gens qui raccrochent le tablier, c'est à cause de ça. Et la deuxième question qu'il faut se poser, parce que les intercos sont évidemment nécessaires pour mutualiser de l'investissement écologique, de la santé, des projets au service des habitants, mais la deuxième question qu'il faut se poser, c'est le lien avec la population, justement. Moi, j'ai quand même un problème sur le fait que, pour beaucoup de gens, en fait, l'interco, c'est un truc technocratique, un peu brumeux. Dans le meilleur des cas, c'est ce qui sert à ramasser les ordures. Le maire, évidemment, c'est l'élu de proximité, c'est celui qui répond à la population, mais il faut progresser sur la compréhension de ce que c'est qu'une intercommunalité et des services qu'elle peut rendre à la population. Et pour ça, il y a des instruments qui sont intéressants, mais qu'il faut faire évoluer. Je pense aux conseils de développement. Aujourd'hui, les conseils de développement, c'est en gros la société civile organisée. C'est très inégal d'un territoire à l'autre. Il y a des endroits comme au Pays Basque où ils font un travail formidable. Et il faut ancrer davantage ces conseils de développement dans la réalité de la population, pas simplement la société civile dite organisée. Mais voyez, le défi, c'est un peu comme l'Union européenne. C'est-à-dire qu'en fait, on a quelque chose qui progresse, qui grandit, qui devient parfois même tentaculaire, avec des technocraties, des bureaucraties, une complexification des problèmes qui fait que même les élus au niveau de l'intercommunalité se sentent dépossédés de la réalité des problèmes et un lien démocratique qui s'affaiblit. Et en même temps, on a des besoins d'investissement, on a des besoins de mutualisation. Et donc, on voit bien que dans ce tandem entre la mairie et l'intercommunalité, il y a un lien à raffermir, à réinventer. Mais pour ça, on ne peut pas le faire, à mon avis, avec des intercos à 150 communes. On peut le faire à taille humaine, à l'échelle d'un pays, si les gens se connaissent. Sinon, on est complètement dépassé par des structures froides, bureaucratiques, qui n'ont pas de lien effectif avec les habitants. Merci. On va prendre quelques questions dans la salle. Alors, je vois là, on vous amène un micro. Donc, je vous demanderai de vous présenter. Donc, je crois que là, il y a 2 questions. Patrick Maringot, maire de Royan, une commune qui fait 19 000 habitants en basse saison et 50 000 en haute saison. Et notre interco compte 33 communes, dont 16 communes rurales et 7 stations balnéaires. Vous m'excuserez, cher monsieur, mais je ne partage pas votre avis sur le mode d'élection du président. Je pense qu'il doit être élu au suffrage universel direct sur un projet de programme pour l'intercommunalité, de développement de l'intercommunalité. Pourquoi ? Sinon, nos concitoyens sont peut-être complètement déconnectés et ont l'impression que ce sont des petites magouilles, des petites tambouilles, surtout si la ville-centre ne pèse pas un poids démographique avéré. Et vous êtes obligés de rechercher des alliances, etc.
Donc je suis favorable à la transparence et à l'application pleine de la démocratie. C'est pour ça que j'ai cette position. Deuxième point, je constate après 9 ans d'expérience, et vous l'avez dit, quelqu'un l'a dit, le fait que les dossiers deviennent de plus en plus techniques et que les techniciens prennent le pas sur les politiques si les politiques ne font pas attention au niveau des intercos. Nous, les communes, nous devons envoyer dans les intercos nos meilleurs. Les meilleurs, tout ce que nous avons de manière à peser intelligemment sur le débat, que ce soit pour le SCOT, que ce soit pour la gestion des déchets, la gestion des eaux usées, etc. C'est vraiment important. Mais il y a une contrepartie, c'est qu'il nous faut informer ceux qui ne sont pas conseillers communautaires dans nos conseils municipaux. On a des conseils municipaux à 2 vitesses. Il y a ceux qui sont en interco, qui sont censés comprendre, et il y a les autres. Et les autres se sentent complètement dépossédés, démunis, et ils ne sont pas dans le même monde. C'est un vrai problème de cohérence démocratique au sein de nos conseils municipaux. Enfin, je le ressens comme ça. Hein. Voilà. Troisième point, le dernier, je pense que les jeunes maires qui vont arriver, il faut les former tout de suite. Il faut que le président de l'Interco, tel qu'il soit, dise « Moi, je veux un séminaire de 3 jours, je veux que le SCOT, je veux que le PLH, je veux que les bases du schéma de développement économique, etc., vous ayez un fond de sac de manière à pouvoir démarrer très vite. Sinon, vous allez mettre 2 ans à être opérationnel. Moi, je veux être opérationnel tout de suite. Voilà ce que je... Merci pour votre Pardon, témoignage. et je m'excuse, monsieur, je m'excuse, cher monsieur. C'est le débat démocratique. Hein. Merci. J'avais vu une main pas loin de vous. Oui. Et on vous oublie pas après. Hein. Bonjour. On vous entend pas. Allô? Oui, a priori, c'est bon. Maïté Côme, moi je suis conseillère municipale dans une ville de 7500 habitants en Deux-Sèvres. Je ne suis pas élue communautaire. En revanche, je suis vice-présidente d'un syndicat mixte à la carte. On vous entend pas très bien, je vous avouerai. Peut-être, je ne sais pas si c'est un problème de micro, ou peut-être plus proche. Oui. Comme ça? Oui, pardon. Comme ça, ça Voilà. a l'air mieux. Ouais. Donc je suis conseillère municipale et vice-présidente du coup d'un syndicat mixte à la carte. On a 3 communautés de communes morcelées et donc 3 compétences différentes où en fait chacun adhère comme il le sent. Moi, ma difficulté aujourd'hui, c'est que, tout le monde l'a dit, en fait, personne en fait ne se sent en fait comme quand il y a un problème, et encore moins de soutien quand il s'agit du syndicat. En l'occurrence, on est un syndicat majoritairement de collecte de déchets. Donc, quand c'est pas de la faute du maire, c'est de la faute de la Comcom, et quand c'est pas la faute de la Comcom, c'est de la faute du syndicat. Voilà. Ce qui m'interpelle aujourd'hui, c'est que moi, c'est mon premier mandat. 2020, c'était cadeau. On a eu ce qu'on a connu. Je reprends aussi les propos de notre collègue qui est là, qui était de dire effectivement, on manque de formation quand on arrive, et dans les EPCI et dans les syndicats. Je crois que ça, c'est évident. Que ça soit pour les nouveaux, mais que ça soit pour les anciens aussi. Je pense qu'il y a des mises à jour qui sont nécessaires là-dessus. Et moi, ma question, en fait, c'est à un moment donné, quand on n'a pas de projet de territoire cohérent, quand on n'a pas effectivement de soutien en fait de la part des élus, en fait, comment mener en fait des élections où on va se retrouver en fait avec des maires, parce que pour la plupart du temps, c'est ça, c'est des maires qui sont élus au municipal, qui ensuite vont prendre un poste de vice-président, parce que techniquement, il y a très peu d'adjoints ou jamais, et encore moins de conseillers municipaux dans ces instances, et encore moins dans les syndicats qui suivent. Et là, moi, ça m'inquiète pour la démocratie, parce que je me dis qu'on serait peut-être plus efficient et plus efficace, en tout cas dans le dialogue, si on se répartissait déjà ces tâches-là en termes de démocratie. Je pense qu'il y a une vraie question à poser. Je ne sais pas quelle est la solution, si c'est suffrage universel direct ou pas. Maintenant, je me dis, si déjà on avait l'obligation de transparence quand on se présente à une élection municipale, pourquoi ne pas dire honnêtement, telle personne partira sur la liste communautaire ou pas, telle personne partira sur la question du syndicat de déchets. Je pense que c'est des questions à creuser avant l'élection municipale pour pouvoir être le plus transparent possible quand on va jouer. Parce qu'à un moment donné, qu'on soit OK ou pas avec la liste de la commune qui aura le plus de poids dans l'interco juste à côté, il faudra bien composer avec et avoir des projets déjà prêts à partir quand on sera élu. Mais merci. Peut-être que vous aurez une réaction. Oui, monsieur là-bas. Oui. Oui, monsieur. Oui.
Oui, bonjour et merci. Jean-Baptiste Rotzen, je suis maire adjoint d'une ville de Martinique, de Sainte-Marie, de 16 000 habitants et vice-président, enfin l'un des vice-présidents de l'intercommunauté Cap-Nord. Cap-Nord, c'est 100 000 habitants sur les 350 000 habitants de la Martinique et c'est 18 des 34 communes de la Martinique. Alors, je trouve le thème formidablement intéressant. Effectivement, il faut donner davantage de visibilité donc, aux EPCI. Alors, très simplement, pourquoi? Je pense que notre... Excusez-moi, je vous interromps. Visibilité dans la campagne. Hein. Dans la campagne, bien sûr. Bien sûr. Visibilité aussi, l'intercours général. Mais c'est vrai que notre sujet précis, là, c'est dans la campagne. Alors, très simplement, pourquoi? Enfin, de mon point de vue. C'est-à-dire que je pense que notre pays ne se portera bien que si ces territoires aussi se portent bien. Et la vie de ces territoires, ce n'est pas simplement l'État au niveau local. L'État ne fait pas tout au niveau local. Et les régions sont et d'ailleurs sont devenues un espace extrêmement grand, voire beaucoup trop grand. Ça reste un espace de planification, de programmation. Et de ce point de vue, les EPCI sont un lieu tout à fait formidable. D'ailleurs, quand on regarde, nos assemblées sont généralement étiquetées politiquement. Une ville est de gauche ou de droite, une région est de gauche ou de droite, l'Assemblée nationale naturellement, les EPCI ne le sont pas. C'est un espace où on est de consensus, où à des fois on essaie de construire ensemble. Donc je crois que nos EPCI sont extrêmement importants. Je pense par ailleurs, c'est-à-dire que c'est aussi une manière, il ne faut pas que les EPCI soient perçus comme des lieux où on exécute simplement, c'est-à-dire que des lieux dédiés au ramassage d'ordures, etc. Les EPCI doivent être et sont des espaces où aussi on pense le territoire, ou à taille humaine, parce que quand on réfléchit bien, le moindre habitant de la moindre de nos communes vit sur 2-3 communes, si ce n'est plus. Donc, dans la vie de nos habitants, il y a de l'intercommunalité. Et c'est bien qu'il y ait des structures politiques qui soient dédiées à faire vivre cette intercommunalité, naturellement dans les périmètres les plus pertinents. Et puis autre chose, et là je pense que c'est un défi, naturellement les élus ne peuvent pas tout. Il faut aussi que nos interlocuteurs de l'État, les services de l'État, viennent aussi devant nos présidents de PCI, que ce soit les sous-préfets, que ce soit les chefs de service de l'État, parce que trop souvent, nous avons une structure étatique, à part peut-être les sous-préfets, qui sont très loin de nous. Or, je crois que c'est là que les choses se nouent, et c'est le lieu parfait. Bien évidemment, il y a toute la légitimité du maire, mais c'est le lieu parfait, les EPCI pour moi, de l'alliance entre le territoire et la vie de l'habitant. Merci beaucoup. On va Merci prendre encore encore une question parce que le temps court. Monsieur, juste devant vous. Et on reviendra dans un autre temps parce que là, on a encore une autre séquence et on aura aussi une réaction à certaines, parce qu'il y a eu des questionnements aussi. Monsieur, très court si possible. Ça marche? Oui, ça marche très bien. Non, c'est simplement une remarque. Alors donc, je suis adjoint au maire et VP dans une toute petite communauté, dans une petite commune. Alors moi, j'ai connu il y a très longtemps les syndicats intercommunaux à vocation multiple. Dont parlait David tout à l'heure. Le professeur Jaïs. Et effectivement, étant donné que c'était un choix de coopération venant de l'ensemble des élus des communes concernées, on pouvait dire que c'était véritablement une délégation de pouvoir par entente. Là, à partir du moment où on a créé les EPCI avec un contrôle, avec des obligations fixées par l'État, il y a un certain nombre de communes qui se trouvent donc liées de force, et on l'a dit sur l'immensité du territoire, et que donc, à partir de là, il me paraîtrait légitime, comme le dit Madame Bost et comme l'a dit le président de Royan, ça serait que effectivement, ce soit élu, que les conseillers communautaires et le président soient élus directement par la population, d'autant plus que très souvent dans les toutes petites communautés rurales, et ben finalement, il y a plus d'argent, mais pas uniquement, on l'a vu pour les métropoles, il y a plus d'argent dans le PCI que dans le total des communes. Voilà. Et je dirais un point de plus, j'ai beaucoup apprécié la remarque du professeur Jaïs par rapport à l'Europe, parce que ça fonctionne un petit peu pareil aux yeux de nos habitants. C'est-à-dire que quand la communauté fait quelque chose de bien, ben en général, c'est le maire qui se l'approprie, et quand il y a quelque chose qui ne marche pas, ben le maire il dit c'est la faute de la communauté.
Stéphanie Guiraud-Chemaille, donc une réaction. Oui. Fabien aussi. Très rapidement, en Oui. quelques mots. D'abord, nos intercos, elles ont un projet de territoire. Le projet de territoire, on le construit forcément plus long dans le temps que le temps du mandat. Et de toute façon, par principe, le projet de territoire, on peut commencer à le travailler que quand la gouvernance intercommunale s'est mise en place. Donc, on démarre forcément le mandat avec le projet de territoire des autres. En principe, on ne le bouleverse pas complètement, mais j'imagine que dans chacun des exécutifs, quand on démarre notre mandat, que la gouvernance s'est mise en place, on reprend le projet de territoire tous ensemble pour que chacun se l'approprie, qu'on puisse l'amender à la marge. Mais quand on se présente à des élections, il y a déjà un projet commun, entre guillemets, pour l'établissement public de coopération intercommunale qui est le projet de territoire. Donc on ne peut pas dire qu'on part complètement sans rien. Deuxième point, je crois qu'il faut en appeler quand même à la responsabilité de chacune et chacun d'entre nous. Madame, j'entends votre remarque, mais je crois que c'est quand même la légitimité d'un maire que de décider qui va représenter la commune qu'il dirige, entre guillemets, ou pour laquelle il a été élu, dans les instances, que ce soit les instances intercommunales ou les différents syndicats. C'est la responsabilité du maire. Tout comme c'est la responsabilité du maire, j'en suis désolée, quand il arrive à un conseil communautaire, de s'être renseigné sur ce qu'est le SCOT, sur ce qu'est telle délibération sur tel ou tel point, ou sur telle délibération sur tel ou tel autre. On travaille déjà 3000 heures par semaine. Si en plus on doit se rajouter en permanence des réunions pour expliquer à ceux qui visiblement ne vont pas chercher l'info tout seuls à quoi correspond quelle chose, mais on ne va pas s'en sortir, les amis. Et je crois qu'à un moment donné, c'est la responsabilité de chacun. On a tous dans nos gouvernances intercommunales des élus qui débarquent sans avoir lu les délibérations. Ben, j'ai envie de vous dire que ça les regarde. Je suis désolée, je plains les habitants de leur commune, mais ça les regarde. C'est notre responsabilité d'élus. On n'est pas là pour être en permanence tenu par la main, accompagné. Et je crois qu'un élu qui ose venir en conseil communautaire sans avoir lu les délibérations, ça appartient à chacun. C'est vrai que ça prend un peu de temps. C'est vrai que quand on n'a pas compris quelque chose, c'est compliqué, ça prend un peu de temps d'aller demander au service. Mais nos équipes, elles sont là pour ça. On n'est pas là pour être les plus grands techniciens mondiaux, des SCOT, des SRADET, des PLH, des PLUI, etc. Nous, on est là pour imprimer une vision, pour donner une vision pour notre territoire. Mais si on commence à dire, il va falloir expliquer à chacun au moment où il sera dispo, parce qu'avec un peu de chance en plus, quand on va organiser quelque chose, ils ne seront pas dispo, je crois que c'est la responsabilité de chacun. Et ça, pour moi, c'est vraiment important. Tout comme c'est la responsabilité, chers collègues, des maires. Je suis désolée, mais si nos conseillers municipaux ne connaissent pas le fait intercommunal, c'est de notre faute. Qui doit donner aux conseillers municipaux les notions et l'explication sur le fait intercommunal? C'est le maire. Ben moi, à chaque groupe majoritaire, il y a un point sur ce qui se passe à l'agglo. À chaque groupe majoritaire, je leur présente les délibérations du prochain conseil. On explique tel ou tel sujet suite à un bureau communautaire, parce que je considère que si nous, on ne le fait pas, personne ne le fera, et que je ne peux pas demander à quelqu'un d'autre qu'au maire d'expliquer aux élus municipaux qu'est-ce qui se passe à l'agglomération et comment ça va évoluer, leur demander leur avis, parce qu'on va voter ensuite sur les délibérations. Et je crois que c'est quand même important aussi que chaque maire prenne ses responsabilités. Merci Fabien. Jordan, vous vouliez réagir aussi? Si vous pouvez de façon courte, parce que j'aurais bien vu avec vous sur... Très court, juste pour répondre en disant que dans les intercos, on ne prend pas les meilleurs. Dans les intercos, on prend déjà ceux qui sont élus. Donc avec ceux qui sont élus, bah, ils composent le conseil communautaire. Mais en fin de compte, ce qui est important, c'est de pouvoir associer à tous nos travaux l'ensemble des élus municipaux. Je prends un exemple, si vous faites un transfert de compétences. Transfert de compétences de l'eau, vous transférez l'eau. Vous avez tout un travail, toute une pédagogie à mettre en place. Déjà, la connaissance. Qu'est-ce que ça veut dire un transfert de compétences? Qui paye quoi? Comment est fabriqué le prix de l'eau? Comment je fais? Donc, on crée des ateliers projets où on explique, on travaille ensemble, on est dans la co-construction. Et dans ces ateliers projets peuvent s'inscrire tous les élus municipaux. Et pas que communautaires. Alors au début, on m'a dit, oui, mais toi, avec ta politique participative, ça ne marchera jamais. Nous avons 904 élus municipaux sur l'agglomération de Mulhouse. 904 personnes investies, souvent bénévolement, sur leur territoire. Ben, il faut les utiliser. Il faut leur donner la possibilité d'être acteurs.
Il faut leur permettre de participer à nos travaux. Pour moi, il était inconcevable que je transfère une compétence de l'eau sans permettre à l'élu, au conseiller municipal d'une commune, de participer à nos débats, même s'il n'est pas conseiller communautaire, parce que la connaissance, elle était chez cet élu qui portait l'eau dans sa commune. Et c'est ça, c'est la considération de l'autre, ça permet à chacun de participer, et du coup, c'est gagnant-gagnant. Donc, il faut fédérer toutes les énergies positives, aussi bien des élus communautaires, mais surtout municipaux. Merci. En plus, ça tombe bien, c'était une question que je voulais vous poser. Et si on a le temps, et j'aimerais bien, c'est de revenir avec vous, parce qu'un des reproches de l'Interco, et David Jaïs l'a dit tout à l'heure, sur le côté un peu techno, et il ne faut pas forcément être une métropole pour qu'il y ait ce reproche de fait, et tout le travail que vous faites justement pour associer l'administration, le travail, ce que vous appelez la collégiale, le DG avec les secrétaires de mairie et les DGS, c'est très important. Toutes les intercos ne le font pas. Et je pense que... Mais après Sébastien Jumel, parce qu'il va m'en vouloir si je ne lui donne pas la parole pour réagir. Je vais être court, mais l'AMF est un espace de consensus, et je trouve que c'est bien, et c'est ce qui fait sa force. En même temps, le consensus ne doit pas nous conduire à penser qu'il n'y a pas des fois des visions différentes. En matière d'organisation territoriale, il y a deux visions radicalement opposées. Il y a ceux qui rêvent d'un État, et je fais manichéen pour me faire comprendre, et peut-être un peu provocateur pour me faire comprendre, qui rêvent d'un État rabougri, de régions transformées en Länder, de départements transformés en grands centres départemental d'action sociale, et d'interco mastodontes qui avalent les communes. Et il y a ceux qui pensent, et je fais partie de ceux-là, qu'il y a un enjeu à préserver le couple commune-département, que la clause générale de compétences pour les communes, elle est essentielle à préserver, et qu'il nous faut un État qui protège, qui accompagne, et des régions qui soient au service de l'aménagement du territoire. La clause générale de compétences a la valeur constitutionnelle. La libre administration des collectivités locales a la valeur constitutionnelle. Et c'est la raison pour laquelle, moi, je pense que si quelqu'un porte l'idée d'une élection au suffrage universel des présidents d'Interco, la suite logique qui doit être assumée, c'est la disparition des communes. Et comme moi, je ne souhaite pas ça, je porte l'inverse. Et je pense, et je termine par là, que le professeur de droit l'a un peu effleuré. On est confronté à une crise démocratique majeure, à une crise de légitimité du politique majeure. Et je pense que cette crise démocratique et de légitimité, elle appelle, de mon point de vue, non pas moins d'éloigner le pouvoir de décision, mais elle impose de le rapprocher, elle impose de la proximité. Vous pouvez même superposer les résultats électoraux où plus on est éloigné des centres de décision, plus la démocratie est fragilisée, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, il y a un enjeu de renforcement de la proximité, et les intercos peuvent être au service de ça. Isabelle Dufaux, vous vouliez également réagir, et peut-être qu'on en profite aussi, parce qu'on, dans tout ce qu'on dit, on est un peu aussi sur la thématique de la seconde séquence, sur le temps du mandat, quand on a parlé de la façon avec Fabien Jordan de plus associer les conseillers municipaux. C'est vrai que si vous pouvez aussi dire un mot sur ce que vous aviez fait sur le mandat et ce que vous voulez faire là sur ce mandat aussi, pour associer tant les élus que les citoyens. Alors déjà, je voulais rebondir sur les questions des responsabilités des uns et des autres. Moi, je pense qu'il faut un savant équilibre. Il y a la responsabilité de l'élu, forcément, face à ses électeurs, et par rapport aux responsabilités qui sont les siennes, qu'il soit élu municipal ou élu intercommunal, il faut qu'il se saisisse de l'ensemble des dossiers, de l'ensemble des projets qu'il doit mener. Et d'un autre côté, il faut que les intercommunalités, et là il faut qu'on en prenne toute notre part, invitent les élus à la fois communautaires mais également municipaux à venir contribuer à construire cette intercommunalité, continuer à développer du projet. Donc pour moi, c'est une responsabilité vraiment partagée, et je trouverais dommageable, moi, qu'on dise la faute aux uns, la faute aux autres, certains ne se saisissent pas, certains, etc. Je pense que chacun doit faire un petit pas. Les sujets sont complexes et sont tout à fait passionnants. Et donc, moi, c'est vrai qu'en tant que présidente de l'intercommunalité, forte de ce constat, de la complexité, du manque d'ingénierie dans les petites communes, des distorsions qui peuvent exister entre les uns et les autres, puisque nous aussi, même si on est une petite communauté de communes, on a des communes de 300 habitants,
avec une commune plus importante de 13 000 habitants, avec, bien sûr, c'est différent, mais c'est quand même des problématiques communes en termes de logement, en termes de solidarité, etc. Donc, il faut qu'on arrive à travailler ensemble. Donc, pour moi, il y a 3 sujets sur lesquels il faut que nous nous penchions à l'occasion de ces élections municipales et intercommunales. Le premier sujet, c'est effectivement de porter un projet commun. Et il faut que nous partagions sur ce projet commun au regard des grands enjeux. Nous, il y a par exemple le vieillissement de la population, il y a un enjeu de solidarité à venir. Il faut que nous partagions sur ces questions-là dans le cadre du projet de territoire et donc du projet intercommunal. Il y a un deuxième enjeu, c'est comment on embarque avec nous l'ensemble des élus, qu'ils soient municipaux ou intercommunaux. Moi, j'étais d'ailleurs effarée de voir comment les élus municipaux, à 57%, j'ai lu encore cette étude là récemment, ne se sentent pas concernés, embarqués par la question intercommunale. C'est énorme. Donc, il faut absolument que cet enjeu démocratique fasse qu'on embarque avec nous ces 57% et plus, donc des élections, des élus, je vais y arriver, des élus municipaux sur le fait intercommunal. Et il y a un troisième enjeu, c'est celui effectivement de la démocratie locale et citoyenne. Il faut que nous embarquions avec nous, et c'est le dialogue dont je parlais tout à l'heure, les habitants. Et donc là, il faut faire un certain nombre d'initiatives, de sorte qu'on aille vers les habitants. Donc moi, je pense que dans l'échelle de participation, il y a à les informer, à les donner donc, de l'information aux participants, et essayer de construire, là on est à l'autre bout de l'échelle de participation, construire avec eux. Et bien sûr, les sujets sont techniques. Quand on parle PLH, ils peuvent nous regarder avec des yeux comme ça, mais évidemment qu'on ne va pas parler PLH, on va parler logement pour tous, on va parler logement social, on va parler logement pour les jeunes. Et là, les habitants, ils vont venir avec nous, construire, travailler. Et pareil pour l'aménagement du territoire. Bien sûr qu'on ne va pas parler SCOT, PLUI, etc. Là, on va les effrayer. Mais par contre, on va parler commerce de proximité, services publics dans les centres-bourgs, les centres-villes, etc., etc. Et je pense que là, il y a un gros enjeu démocratique avec les citoyens. Il y a un certain nombre d'outils qui existent. Il faut vraiment être là, force de proposition, et puis essayer d'en construire le maximum. Et voilà, il faut ouvrir la boîte à idées, je pense, de ce point de vue-là. Merci. Fabien Jordan, je reviens vers vous sur, parce que ça, on ne l'a pas du tout abordé pour l'instant, la façon d'associer l'administration de l'Interco au service des autres communes. Et bon, tout dépend les intercos, de leurs moyens. Mais c'est vrai que vous le poussez quand même assez loin. Et c'est vrai que je parlais notamment peut-être de démarrer par ça, par ce que vous appelez la collégiale. Et, parce qu'au-delà de ce lien entre tous les DGS, secrétaires de mairie, avec le ou la DGS de l'agglo, ce lien continue avec les directeurs de service. Voilà, que ça soit pas un machin à côté, mais un machin avec eux, si je puis dire. La difficulté dans les petites communes, dans une grande intercommunalité, c'est aussi de porter les projets. Aujourd'hui, on sait que quand on a les marchés publics, c'est très très difficile pour les petites communes à porter les projets. Avec toutes les contraintes environnementales, toutes les démarches qu'il faut faire, on n'a pas les services nécessaires dans les petites communes. Là, c'est toujours l'intercommunalité qui est ce grand frère qui vient aider, qui va mettre ses services à la disposition des communes, que ce soit du juridique ou d'autres sujets. Et donc, on a créé une collégiale, c'est-à-dire c'est le DGS de l'intercommunalité qui réunit tous les secrétaires de mairie régulièrement pour les informer de tous les projets que nous avons, de quelle manière nous allons les faire. Et s'ils ont un projet dans une commune qu'ils n'arrivent pas à maîtriser, nos services à l'intercommunalité sont à la disposition des communes. Ça demande évidemment pour les agents de l'intercommunalité aussi cette disponibilité et cet état d'esprit à développer. Nous avons 1700 agents à l'intercommunalité, mais moi je leur dis toujours, il est essentiel de répondre à l'ensemble des communes et des maires. Et si un maire appelle à une commune, on a 24 heures pour lui répondre. Et si on n'est pas en capacité de le faire, et il y en a qui sont là, ils peuvent dire si c'est vrai ou pas, et si on n'est pas en capacité de le faire, il a un rendez-vous avec moi dans les 48 heures. Et donc ça, c'est important. C'est cette considération, cet appui, cette aide, et en se disant,
on va parler bloc local. C'est commune plus interco, chacun à son niveau, chacun en train de faire ce qu'il est en capacité de faire. Et à partir de là, c'est un cercle vertueux. Vous avez cette confiance dans le travail de l'agglomération qui ne va pas dire ou imposer ou se substituer. Elle est là pour accompagner au niveau des services, au niveau des élus. Ça s'est dit tout à l'heure sur le projet de territoire. Et on pourrait peut-être parler du pacte de gouvernance peut-être un peu plus tard. Mais ce pacte de gouvernance, naturellement, il fédère sur un objectif partagé de développement. Merci beaucoup. Guillaume Guérin, peut-être un mot justement sur le... Quand on avait échangé... Attendez, vous n'avez pas de micro. Quand on avait échangé, vous insistiez beaucoup sur le pacte de gouvernance, justement, dont Fabien Jordan parlait à l'instant. Et vous l'avez redit aussi au début, cet équilibre à trouver par effectivement au niveau de la gouvernance de l'Interco qui est très importante. Oui, encore une fois, des outils de pilotage, projet de territoire, pacte de gouvernance, conférence des maires partout où cela est possible. Il y a beaucoup d'intercos où les maires ne sont pas membres du bureau. Les intervenants le disaient tout à l'heure, des communautés de communes très très vastes, forcément, les maires ne sont pas tous au bureau. Et donc, il faut leur donner un moyen de participer à la gouvernance de l'intercommunalité. Et je pense que la conférence des maires est un bel outil de pilotage pour cela. Et puis pour répondre, peut-être revenir au fil conducteur de la séance, comment la faire vivre auprès de la population. On parlait tout à l'heure, on a esquissé le conseil de développement. Moi, je crois beaucoup à cet organe-là. Et pas seulement un conseil de développement avec la Chambre des métiers, la CCI, les syndicats. Vraiment un conseil de développement ouvert à la démocratie participative, comme vous le faites avec les conseils de quartier dans les villes moyennes. Voilà, moi je crois beaucoup à cela pour faire comprendre comment se passent les politiques publiques au sein de l'Interco et même aller au-delà de ça. Vous avez des maires qui sont les seuls à siéger pour le compte de leur commune à l'intercommunalité. Eh bien, lorsqu'ils ne peuvent pas être à la commission voirie, assainissement, etc., vous les autorisez, moi je le fais, hein, à ce que leur adjoint, qui n'est pourtant pas conseiller communautaire, puisse venir assister à la commission. Alors il n'a pas de pouvoir de vote, hein, bien sûr, mais, parce que c'est pas légal, mais en tout cas, il assiste au même titre que son maire au pilotage de l'intercommunalité. Mais encore une fois, je crois que l'interco est ce que l'on en fait et que sa réussite ou son échec dépend éminemment des acteurs qui la pilotent. Merci David, Jaïs. On va arriver à la conclusion. Non, mais pour vous redonner la parole, je vous rassure. Et notamment le conseil de développement que vient d'évoquer Guillaume Guérin, vous l'avez abordé tout à l'heure, mais c'est vrai que très rapidement, est-ce que vous voulez revenir un peu là-dessus? Je peux dire qu'à mon avis, c'est pas pour faire de la pub, hein, on ne se connaissait pas avant c'est le document d'aujourd'hui, mais une partie de l'avenir, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a un bloc local dans lequel il y a des communes, il y a un EPCI, il y a d'autres instances, le conseil de développement en fait partie, et il faut une sorte de constitution qui est discutée et décidée par tous les participants à ce bloc local. Et cette constitution, elle ne va pas avoir la même forme d'un territoire à l'autre. Parce que vous avez des territoires où la ville-centre pèse de tout son poids et ensuite c'est très émietté. D'autres, au contraire, où il y a une sorte d'équilibre des forces. Donc forcément, la constitution, elle ne va pas avoir le même visage d'un territoire à l'autre. Mais c'est très important d'avoir cette... Et peut-être plus que d'élire au suffrage universel direct le président... qui pour moi, c'est un peu comme dire on va élire le président de l'Union européenne au suffrage universel. Moi, j'y crois pas trop. Je trouve que c'est un peu gadget et c'est un peu dangereux aussi. C'est un peu dangereux parce que demain, vous pourriez avoir une sorte de scission entre l'élection municipale et l'élection intercommunale où n'importe quel démagogue, par exemple, pourrait proposer un projet où je rase gratis pour les habitants. Et là, ça créerait du blocage. Alors que c'est les communes et les intercommunalités, elles doivent fonctionner en symbiose et en synergie. C'est des espaces de consensus. En tout cas, pas forcément d'unanimité, mais de compromis. Peut-être plus que de consensus, parce qu'il peut y avoir des divergences. Mais c'est des espaces de compromis. Si vous introduisez le fait jupitérien dans l'élection de la présidence de l'intercommunalité, vous cassez cette logique de compromis. Et je crois que la bonne réponse à ça, c'est plutôt de dire il faut écrire un pacte de gouvernance, il faut une constitution, il faut la discuter, il faut la travailler. Et ça, c'est hyper intéressant parce que derrière, chacun sait précisément ce qu'il a à faire, ses droits, ses devoirs, ses espaces de liberté. Et c'est comme ça que, petit à petit, l'intercommunalité va rentrer dans le quotidien des Français.
La pacte de gouvernance, on est côté élu, mais côté habitant. Côté habitant, moi je crois que c'est le conseil de développement, c'est d'autres instants. Alors pourquoi pas le conseil de développement? Effectivement, moi je pense qu'on peut en faire quelque chose. C'est très inégal hein, d'un territoire à l'autre. Il y a des endroits où c'est croupion et il y a des endroits où c'est formidable. Au Pays Basque, ils ont fait quelque chose de formidable. En plus, ils ont une très grande communauté d'agglomération Pays Basque. Mais le sujet, c'est surtout que les habitants voient aussi ce que fait l'intercommunalité au quotidien pour eux. Donc la santé, la transition écologique, l'aménagement du territoire, l'urbanisme. Effectivement, quelqu'un disait tout à l'heure très justement, c'est des textes techniques, c'est des documents techniques, mais les habitants n'ont pas besoin de voir les échafaudages. Hein. Les habitants, ils ont besoin de voir ce que ça change pour eux au quotidien. Et croyez-moi, quand il y a un programme de construction neuve, quand il y a un travail qui est fait sur un centre de santé, quand il y a un travail qui est fait pour la rénovation thermique ou pour des îlots de fraîcheur en centre-ville, et que c'est porté par l'intercommunalité, les gens le voient et c'est ces résultats concrets qu'il faut valoriser. Merci beaucoup. Malheureusement, parce que je sais qu'il y avait pas mal de mains qui s'étaient levées tout à l'heure, donc il y a pas mal de questions qu'on n'a pas pu prendre. Je suis désolé, hein, le temps court. Donc on arrive à la fin, à la conclusion. Stéphanie Guiraud-Chomeil, je vous donne la parole pour cette petite conclusion ou ce ressenti. C'était un débat animé, c'était bien. Merci, mais l'Interco anime toujours les débats et je me rends compte année après année qu'en fait, on ne tient jamais finalement l'ordre du jour qu'on s'était donné. C'est un peu le cas là, oui. En fait, nos intercos étant toutes par principe complètement différentes les unes des autres, on a chacun une façon de voir les choses totalement différente et voilà, je crois que ce qui est très important, c'est ce principe de responsabilité qu'on a vis-à-vis de nos concitoyens, qu'on a entre nous bien sûr, mais qu'on a vis-à-vis de nos concitoyens. N'oublions pas aujourd'hui que les élus locaux sont ceux dans lesquels nos concitoyens ont le plus confiance. Je pense qu'on est vraiment leur gage de stabilité, on est leur gage d'apaisement, de sérénité dans un monde qui va plus ou moins bien. Mais en tout cas, l'échelon local, qu'il soit communal ou intercommunal, est le pôle de stabilité pour nos concitoyens. Je crois qu'on le leur doit. Et il me semble que plus on fera attention les uns les autres de ne pas dire « c'est pas moi, c'est l'autre », mieux ce sera pour nos concitoyens. Et chaque fois que nos territoires avanceront, que ce soit que ce soit grâce à la ville ou grâce à l'Interco, finalement pour nos concitoyens, c'est pas vraiment un sujet pour eux. Eux, ce qu'ils attendent, c'est effectivement que les ordures soient ramassées, que l'eau coule du robinet. Ils attendent d'être en sécurité, ils attendent leur commerce, ils attendent de l'habitat. Bref, on pourrait décliner l'ensemble de nos compétences communes. Je crois que c'est ça qu'ils attendent vraiment. Et le débat qu'on a finalement à nouveau aujourd'hui, c'est un débat d'élus, mais c'est un débat qu'on n'aurait jamais à l'extérieur, c'est un débat qu'on n'aura jamais dans nos réunions publiques, parce que nos concitoyens, ce n'est pas ce qu'ils nous demandent. Et quelque part qu'on fasse avec un logo commun, un logo interco, qu'on fasse des guichets uniques, la seule chose qu'on nous demande, c'est effectivement d'apporter à nos concitoyens ce qu'ils attendent de nous. Je crois très sincèrement que l'Interco est une chance parce qu'elle nous permet de développer énormément de choses. Elle est imparfaite. Si elle était parfaite, ça saurait depuis longtemps. Mais tout comme nos communes parfois sont aussi imparfaites et tout comme nous le sommes les uns et les autres. Mais je crois que très sincèrement, la force aussi d'un temps d'élection municipale, c'est qu'on peut tout remettre à plat et on peut montrer que justement, ce qui fait sens pour nos concitoyens, c'est quand communes et interco avancent ensemble. Et c'est notre responsabilité d'élus sortants et pour celles et ceux qui sont candidats, de pouvoir effectivement apporter les réponses qui sont attendues dans nos communes, dans nos espaces de vie, dans nos territoires, même si le mot est un petit peu galvaudé. Mais je crois que c'est vraiment ce qui est important. Donc merci beaucoup pour votre présence nombreuse. Merci pour ces questions et pour les témoignages. Mais effectivement, l'échéance municipale ne doit pas être celle de la scission entre les communes et les intercos, mais bien au contraire, le temps de la stabilité, le temps de la confiance dans les élus que nous sommes. Mais merci beaucoup pour votre conclusion. Merci aux différents intervenants. Et c'est vrai que j'ai un petit peu accéléré, parce qu'il y a juste après, il y a un autre forum. Et j'ai envie de dire bonne campagne à vous tous, tant municipal qu'intercommunal.